Ma femme m'a dit qu'elle me quittait, qu'elle prenait la maison et allait refaire sa vie avec Jacques. J'ai tout enregistré, j'ai déposé la demande en premier, j'ai obtenu la garde exclusive, l'entreprise et chaque centime qu'elle a gaspillé pour lui. Aujourd'hui, elle fait le ménage pour s'acheter un canapé, et je sors avec l'ami qu'elle a toujours détesté. Salut Reddit, je ne poste presque jamais ici. Je me contente de faire défiler, de lire des drames, et de m'occuper de mes affaires. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie. Je n'aurais jamais pensé être ce gars qui expose ses problèmes perso sur Internet. Mais ce qui s'est passé à la maison est parti tellement en vrille que franchement, je ne savais plus où en parler. Alors moi, homme de 36 ans, je gère un garage automobile. Rien de chic, juste un bloc de béton avec 3 box, une machine à café en panne et plus de clés à douille que je n'en utiliserai jamais. Je bosse 6 jours par semaine, voitures qui entrent, voitures qui sortent, vidange, frein, moteur, contrôle technique, ce genre de trucs. Cet endroit payait notre crédit immobilier, mettait de la nourriture dans le frigo et finançait tous les voyages. Fais-toi plaisir. Kevelyne, femme de 34 ans, ma femme, s'accordait sans moi ces 2 dernières années. On était mariés depuis 8 ans, et je m'en fiche si ça sonne cliché. Quand on s'est rencontrés, c'était le genre de fille qu'on exhibe fièrement, intelligente, belle, toujours bien habillée. Elle avait l'habitude de passer au garage avec un thé glacé, s'asseyait sur l'établi et plaisantait avec mes gars. Elle faisait de cet endroit une maison plus qu'un four à sueur. Cette version d'elle a disparu il y a un moment. Je ne saurais même pas dire quand ça a changé, mais ça a commencé par des détails. Elle a commencé à oublier d'aller chercher les garçons à l'école. Elle me parlait comme si j'étais un locataire, pas son mari. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé l'évier en train de fuir sur tout le sol de la cuisine. Elle a juste pointé du doigt et dit « T'es le réparateur, répare » et elle est retournée à faire défiler son téléphone. Même pas une serviette par terre, aucune alerte. Quelques semaines plus tard, je lui ai dit que les garçons avaient besoin de nouvelles chaussures. Elle a levé les yeux au ciel et dit « C'est toi qui as voulu 2 gosses, débrouille-toi », comme si j'étais un inconnu qui demandait un service. La goutte d'eau, c'était une semaine avant que tout explose. Elle a laissé un brûleur allumé sur la cuisinière et le plus jeune a failli poser la main dessus. J'ai craqué, je lui ai dit qu'elle devait sortir la tête de son téléphone et revenir dans la maison. On s'est crié dessus. Elle a dit que j'étais un tyran, qu'elle n'était pas une femme de ménage. Puis elle a claqué la porte et n'est pas revenue avant minuit passé. Voilà pour le contexte. Maintenant, voilà ce qui a mis le feu aux poudres. C'était un mardi matin. J'étais sous le capot d'un Silverado 98, en train de changer la courroie d'accessoires, quand je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine. Mon garage est relié à la maison par un couloir à l'arrière, et je laisse toujours la porte entrouverte pour entendre si les garçons ont besoin de quelque chose. Elle ne savait pas que j'étais là, elle pensait que j'étais déjà parti. Et je jure devant Dieu que c'est ce que j'ai entendu, ce ne sera plus très long. Je vais le quitter, prendre tout ce qu'il possède et partir avec Jacques. Comme ça, froidement, avec arrogance. Je n'ai rien dit, je ne suis pas entré furieux, je n'ai pas hurlé. J'ai juste essuyé la graisse de mes mains, sorti mon téléphone, ouvert l'enregistreur vocal et j'ai laissé tourner. Elle a continué à parler, a dit à son ami que Jacques la comprenait, que j'étais juste un salaire avec des mains. Elle a dit qu'elle en avait fini de faire semblant et qu'elle voulait juste ce qui était l'équitable. J'ai arrêté l'enregistrement, sauvegardé le fichier sur le cloud, sur mon disque dur et sur 2 clés USB. L'une est allée directement dans le coffre de l'atelier, planquée derrière la vieille clé dynamométrique de mon père. L'autre, je l'ai envoyée par courrier à Marcus. Il faut que vous compreniez quelque chose à propos de Marcus. C'est mon frère aîné. On ne s'était pas parlé depuis 5 ans, depuis que notre mère est décédée. Une dispute stupide à propos de la maison familiale. Moi je voulais la garder, lui voulait la vendre. Des mots ont été échangés, on a coupé les ponts. Mais Marcus n'est pas seulement de la famille, c'est aussi l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté de l'État. Un vrai requin. Le genre qu'on engage quand on veut du sang, pas la paix. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message, elle me trompe, j'ai une preuve, elle veut tout, j'ai besoin d'aide. Il m'a rappelé en moins de 5 minutes. Tout ce qu'il a dit, c'est l'envoie tout. Reste calme. Ne dis rien. Alors j'ai envoyé l'enregistrement à Marcus ce soir-là. Pas de grand discours, pas de moment fraternel. 10 minutes plus tard, il m'a rappelé, plus furieux que surpris. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 5 ans, mais dès que j'ai décroché, il a dit très bien. Raconte tout. Je lui ai tout expliqué,
la conversation d'Evelyne dans la cuisine, le fichier audio, les dépenses bizarres sur notre compte épargne, son comportement étrange. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Puis il a dit « Un enregistrement audio comme ça, ce n'est pas assez solide pour gagner un procès. Il te faut des preuves plus dures. Relevé téléphonique, traces d'argent, témoins, quelque chose d'inattaquable. » C'est là qu'on a commencé à bosser. Marcus n'est pas juste un avocat, c'est un stratège. Froid, calme, chirurgical. On a commencé à planifier dès cet instant. Il m'a dit quoi surveiller, quoi imprimer, quoi enregistrer. Chaque transaction, chaque message louche, chaque fois qu'elle faisait des heures sup pour rentrer habillée autrement qu'au départ. Il m'a dit construis un mur qu'elle ne pourra jamais escalader. Et surtout, ne lui montre jamais que tu sais. Alors j'ai fait semblant. Pendant qu'elle continuait à mentir à ses amis et à filer en douce avec Jacques. Je sauvegardais tous nos relevés bancaires communs, j'ai extrait les métadonnées de son calendrier partagé, j'ai vérifié les reçus Uber sur l'iPad familial qu'elle avait oublié être encore synchronisé avec son téléphone. Un trajet vers un hôtel en centre-ville, un autre vers un restaurant à 2 comtés d'ici, qu'elle jurait ne pas connaître, n'est-ce pas? J'ai commencé à déplacer mon matériel, environ 15 000 $ d'outils spécialisés, du garage vers celui de mon pote Dave. Elle ne remarquerait même pas, elle ne mettait jamais les pieds dans le garage sauf quand elle voulait quelque chose. J'ai aussi sécurisé toutes les factures et les actifs possibles, changé les codes d'accès du logiciel de gestion, ouvert un compte personnel, transféré la moitié de notre compte joint dedans. Totalement légal au Texas, surtout avant qu'une requête soit déposée et qu'aucune ordonnance ne soit encore en place. Marcus m'a dit, elle va essayer de geler ton accès plus tard, prends les devants. Puis il y avait le pick-up, mon F-150 de 2009. Je l'avais acheté avant notre mariage, mais je n'avais jamais déposé le titre proprement. Elle avait essayé de le faire passer pour un bien commun l'an dernier, quand les choses commençaient à se dégrader. Je suis allé directement au service des titres avec le contrat d'achat, j'ai régularisé et les réenregistré à mon nom seul. Ce n'était pas pour cacher quoi que ce soit, c'était pour protéger ce qui m'appartenait déjà. Marcus était clair, ne trompe pas, ne mens pas, ne fais pas d'erreur, assure-toi simplement qu'elle ne puisse pas prendre ce qu'elle n'a jamais gagné. Et c'est ce que j'ai fait. 2 jours après avoir tout sécurisé, Marcus a pris l'avion, sans prévenir, pas un « je viens t'aider », juste un coup sur la porte de mon bureau au garage vers 9 h du matin pendant que je faisais la rotation des pneus sur une Civic. Le même frère que je n'avais pas vu depuis 5 ans se tenait là en costume gris anthracite et lunettes aviateur, comme s'il venait pour une exécution juridique. Il m'a regardé une fois et a dit « Tu as les papiers ». Je lui ai tendu un dossier. Il n'a pas dit un mot de plus, juste feuilleté les documents, relevés bancaires, capture d'écran, facture d'hôtel, trajet Uber et la transcription de cet enregistrement vocal avec Evelyne et sa meilleure amie parlant de Jacques. Il a hoché la tête, ça ira, tu es prêt à déposer. Prêt depuis longtemps. On est allé directement au palais de justice. Marcus a remis le dossier à un greffier comme s'il l'avait fait 1000 fois, parce qu'il l'avait fait. Il a déposé une demande de divorce pour faute, adultère écrit noir sur blanc. Il a aussi inclus des requêtes urgentes pour geler tous les comptes communs, bloquer toute vente de biens et sécuriser la possession temporaire de la maison, ce qui incluait le garage. Evelyne n'avait jamais travaillé un seul jour dans cette entreprise, et Marcus s'est assuré que le juge le sache dès le départ. Le tribunal accordera ça rapidement, m'a-t-il dit. Les juges n'aiment pas les menteurs, et ils détestent les infidèles qui dépensent l'argent commun pour leurs aventures. Le lendemain matin, tout était tamponné. Marcus m'a tendu une grosse enveloppe et m'a laissé le choix. On pouvait laisser le comté la signifier à Evelyne, ou on pouvait le faire nous-mêmes pour s'assurer qu'elle le reçoive en face. J'ai choisi la deuxième option. Elle est rentrée tard ce soir-là, sac à main sur l'épaule, lunettes de soleil sur la tête, comme si elle revenait d'un shooting pour un brunch. Elle avait l'air surprise de me voir dans la cuisine, en train de boire un café. « Oh, t'es là » dit-elle, comme si elle avait oublié qu'on vivait encore au même endroit. « Ouais. » Elle est entrée comme si elle était chez elle, a jeté son sac sur le canapé, a commencé à vérifier ses ongles. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit, tout à coup sérieuse. J'ai réfléchi et il est temps. Je veux divorcer. Je suis resté silencieux. Je n'essaie pas d'être cruel, a-t-elle poursuivi, fausse voix douce à fond. Je pense juste que c'est mieux pour nous deux. J'ai déjà parlé à quelqu'un pour la partie financière. Je vais garder la maison évidemment, et je pense que c'est juste que je reçoive une bonne partie de l'épargne, puisque j'ai tenu le coup toutes ces années. Tenu le coup. Je n'ai pas bronché.
Je me suis juste levé, suis allé au tiroir, et sorti l'enveloppe que Marcus m'avait donnée, et je la lui ai tendue. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, déjà agacée. Demande de divorce, ai-je dit. Tu as été signifié. Le changement sur son visage n'a pas été lent, il a été instantané. Ce petit sourire suffisant s'est effondré. Elle a regardé l'enveloppe comme si elle contenait de l'anthrax, puis m'a regardé. Tu me signifies ça? Déposé il y a 2 jours, ai-je dit. Adultère avec Jacques, tout est documenté. Elle a reculé, tu es sérieux là? Très sérieux. Espèce de salaud rancunier, sa voix est montée d'un ton. Tu fais tout ça parce que j'ai dit que je voulais partir? Grandis un peu Tom. C'est marrant, ai-je dit, je m'assure juste que tu ne prennes pas ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as même pas d'avocat. Pas besoin d'en payer un, ai-je dit. Mon frère s'en occupe. Marcus. Elle a ri, incrédule, faussement surprise. Tu ne lui as pas parlé depuis des années, il te déteste. Plus maintenant. C'est laquelle a craqué. Elle a jeté l'enveloppe au sol et s'est mise à faire les 100 pas. Tu essaies de me ruiner, tu sais. J'ai sacrifié tellement pour rester ici. Tu crois que gérer ce stupide garage fait de toi un héros? J'allais te le laisser par gentillesse, et maintenant tu me poignardes dans le dos. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé creuser sa propre tombe. J'aurais dû te quitter il y a des années, a-t-elle craché. Tu ne sais pas comment traiter une femme. Jacques, lui, au moins, m'apprécie. Lui, il écoute, il a du succès. Toi, tu n'es que de la graisse et du caractère. J'ai croisé les bras. Alors va avec Jacques. Elle s'est arrêtée. Il n'a pas besoin de ce genre de drame, a-t-elle dit. Et si tu crois que cette petite crise va te permettre d'avoir la maison ou les enfants, réfléchis encore. Aucune crise. J'ai dit simplement affaire. Marcus est entré dans le couloir au bon moment, il attendait dehors et écoutait, il a levé son téléphone, tout était enregistré, y compris la partie sur Jacques. Merci pour la confirmation. Evelyne avait l'air de s'être pris une gifle. Elle est devenue pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Marcus a levé un sourcil. Tu es au Texas, État à consentement unilatéral, vérifie. Elle a attrapé son sac. Je ne parlerai à aucun de vous deux sans avocat. Marcus a souri. Bonne idée, dis-lui de m'appeler. Elle a claqué la porte, trébuchant presque sur ses talons. Marcus m'a regardé. Ça s'est bien passé. Le lendemain matin après qu'elle ait été signifiée, Evelyne n'est pas rentrée à la maison. Elle est allée directement chez son amie Chloé. Je ne l'ai pas poursuivie, j'avais de vraies responsabilités. J'ai levé les garçons, préparé le petit déjeuner, fait les repas à emporter, déposé le plus jeune à la garderie et le plus grand à l'école avant d'aller au garage. Un client m'attendait déjà pour une rotation de pneus et une vidange. J'ai fait les deux en 1 heure. Quand j'ai refermé le capot, Marcus avait déjà déposé 3 requêtes. Gel de tous les comptes bancaires communs jusqu'à ce que le tribunal tranche la division des biens. Possession temporaire de la maison accordée à moi, puisque j'avais les enfants. Requête d'urgence pour garde temporaire, fondée sur l'abandon par Evelyne et les preuves existantes de sa liaison. Les tribunaux texans ne rigolent pas avec l'adultère, surtout combiné à une mauvaise gestion financière. Tromper et utiliser de l'argent commun pour une aventure suffit à ce qu'un juge te pulvérise et te prive de pension alimentaire, surtout si en plus tu abandonnes tes enfants. Evelyne n'avait pas cherché à les voir. Pas un appel, pas un message. Je ne leur ai rien dit, juste que maman restait chez une amie pour l'instant. Je n'ai pas changé nos habitudes. Je les ai récupérés, aidés pour les devoirs de maths, préparé le dîner, donné le bain, puis couché. Le lendemain, Marcus a planifié les dépositions. La première, Chloé Albright, la meilleure amie d'Evelyne, celle à qui elle se vantait au téléphone dans l'enregistrement. Chloé est arrivée habillée comme pour un brunch chic en ville, grosses lunettes, trop de parfum et ce petit air suffisant que prennent les gens quand ils croient être les plus malins de la pièce. Marcus n'a pas scié. Nous étions dans une simple salle de réunion, juste un greffier, Marcus, Chloé et moi en silence dans un coin. Marcus a ouvert ses relevés bancaires, d'abord recoupés avec ceux d'Evelyne, puis il a sorti des captures d'écran des voyages professionnels d'Evelyne, les reçus Uber et les réservations d'hôtel. Il est resté calme tout le long, pas de cris, juste de la pression, concentrée, chirurgicale. Mademoiselle Albright,
dit-il en tournant une page, pouvez-vous confirmer que vous étiez avec Madame Miller le 15 septembre, pendant son déplacement professionnel à Austin? Oui, a menti Chloé en croisant les jambes comme si elle s'ennuyait. Marcus a hoché la tête. Intéressant, parce que j'ai ici les registres de voyage de l'employeur d'Evelyn, personne de son service n'a voyagé cette semaine-là. Elle a changé de posture. Et j'ai aussi les reçus Uber d'Evelyn, qui montrent 2 trajets ce week-end vers et depuis le Wynnham Grand, l'un avec un second passager nommé Jacques. Chloé a avalé difficilement. Je veux dire, je ne suis pas ces déplacements comme ça. Marcus a fait glisser une autre page vers elle. Voici ton Venmo, tu as remboursé Evelyn pour le dîner ce soir-là, les gens de soirée chic avec les amants. Tu veux expliquer? Elle s'est figée. Vous êtes sous serment, lui a rappelé Marcus. Chloé m'a regardé, puis baissé les yeux, puis regardé Marcus. Elle a craqué. D'accord, a-t-elle murmuré, oui, elle était avec Jacques. Elle le voit depuis plus d'1 an, je crois. La greffière n'a même pas levé les yeux, elle continuait à taper. Elle m'a dit qu'elle allait quitter Tom, prendre la maison et toucher une pension. Elle disait que ce serait facile, parce qu'il ne gagne pas un salaire d'avocat. Elle vous a dit ce que fait Jacques dans la vie? Immobilier, a dit Chloé. Il a quelques biens commerciaux. Marcus s'est adossé en souriant. Merci, ce sera tout. Chloé a quitté la salle comme si on lui avait coupé le souffle, plus de suffisance. On a ensuite contacté l'entreprise d'Evelyn. Marcus leur a envoyé une assignation officielle pour les relevés de voyage. Ils ont répondu le jour même. Evelyn n'avait pas été envoyée nulle part depuis 2022. Ensuite, on a tiré les relevés téléphoniques, croisé les horaires des textos et les géolocalisations avec les séjours d'hôtel, et on a eu la confirmation que Jacques était marié. Nom de son épouse, Marlène Kincaid. Marcus a mis ça de côté pour plus tard. À la fin de la semaine, Marcus avait une chronologie complète, aventure, flux d'argent, adultère confirmé, mensonge sous serment, assez pour anéantir sa demande. Pendant ce temps, Evelyn a lancé son opération de contrôle des dégâts. Elle a posté une photo des garçons sur Instagram, première fois qu'elle les mentionnait en 2 semaines, avec une légende parlant d'être une maman forte en temps difficile. Les commentaires étaient remplis de tu gères, reine, de gens qui ne connaissaient même pas la moitié de l'histoire. Elle est revenue à la maison 2 jours plus tard, pas pour voir les enfants, juste pour se disputer. Il faut qu'on parle, dit-elle, bras croisés devant la porte. Cette manœuvre juridique que tu fais, c'est puéril. Tu me fais passer pour la méchante. Tu t'es fait passer pour la méchante. J'ai dit, tu penses vraiment que tu vas gagner juste parce que ton grand frère avocat a déposé quelques papiers? Non, j'ai dit. Je pense que je vais gagner parce que tu as abandonné tes enfants, trompé ton mari, et siphonné l'argent conjugal dans des hôtels et des journées spa. Elle a ri. Tu crois qu'un juge va s'intéresser à quelques nuits passées avec quelqu'un qui me traite enfin comme un être humain? Marcus est sorti dans le couloir. Garde ça pour le tribunal, dit-il. Tu es déjà sous serment. Elle l'a fixé comme si elle voulait lui arracher les yeux, puis m'a regardé. C'est pour ça que je veux partir, vous êtes tous les deux des obsédés du contrôle. Vous ne supportez pas de voir une femme heureuse à moins que ce soit vous qui lui donniez la permission. Puis elle s'est retournée et est repartie. Lundi, le camp d'Evelyn n'avait toujours pas déposé la moindre réponse à aucune des requêtes de Marcus. Son nouvel avocat, un jeune associé d'un cabinet moyen, nous a envoyé un email pour demander un délai afin de se mettre à jour. Marcus a répondu par une seule phrase, les délais sont imposés par le tribunal. Traduction, t'es foutu, mon gars. On ne restait pas là à attendre. Marcus avait déjà embauché un expert comptable judiciaire, un type nommé Reed, ancien enquêteur du fisc, l'air de ne pas avoir cligné des yeux depuis 1997. Reed se fichait du drame. Il voulait juste un accès total à l'historique des transactions d'Evelyn. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle postait de fausses photos de maman aimante en ligne, Reed imprimait la liste de ses habitudes de dépenses. Trajet Uber, réservation d'hôtel, bijoux, spa, tout remontait à 2 cartes bancaires. L'une d'elles était cachée, ouverte sous son nom de jeune fille mais payée avec de l'argent provenant de notre compte joint. Illégal? Pas vraiment. Mais dans un divorce au Texas, mauvaise conduite financière, oh que oui. Les juges n'aiment pas quand les infidèles brûlent l'argent conjugal pour impressionner leur amant, surtout pas quand des enfants sont impliqués. Pendant que Reed faisait son boulot, Marcus est passé à la prochaine cible. La femme de Jacques.
Elle s'appelait Marlène Quinqued. En se basant sur les réseaux sociaux de Jacques et les annonces immobilières, elle vivait dans une résidence fermée au nord de la ville, un quartier chic, pelouse toujours coupée, règles de copropriété sur la hauteur des boîtes aux lettres, ce genre d'endroit. Marcus n'est pas allé frapper à sa porte ni ne l'a appelé comme dans une série télé. Il lui a envoyé une grosse enveloppe manille. À l'intérieur, une copie intégrale de la transcription de l'enregistrement, des photos de Jacques et Evelyne devant un hôtel, les journaux de connexion et de séjour, et un mot disant simplement « Votre mari a été cité dans un divorce pour cause d'adultère. Vous devriez consulter un avocat. » 2 jours plus tard, Marlène a répondu « Pas à nous, mais à Jacques. » On le sait parce qu'il s'est pointé au travail d'Evelyne le matin suivant, en hurlant sur le parking. Il lui a crié de sortir, l'a insulté de tous les noms. Quelqu'un a filmé la scène et me l'a envoyé. Elle est sortie calmement, comme si elle ne venait pas de se faire incendier. « Tu m'avais dit que c'était géré », cria Jacques. « C'était censé l'être, dit-elle. Maintenant ma femme a gelé mes comptes et demandé le divorce, tu viens de me coûter tout ce que j'ai. La sécurité est arrivée et l'a fait partir. Je n'ai rien dit, j'ai juste sauvegardé la vidéo. Cet après-midi-là, Evelyne est venue frapper à ma porte d'entrée comme si elle vivait encore là. J'ai ouvert. Elle se tenait là, lunettes de soleil et faux sourire, comme si les 3 dernières semaines n'avaient jamais eu lieu. Tom, dit-elle, il faut qu'on parle de ce désordre. Jacques est ridicule, et Marcus exagère tout. Je pense qu'on devrait juste tout régler calmement. Trop tard pour ça. Elle utilisait cette voix, ce ton condescendant qu'elle utilisait avec les nouvelles caissières quand elle gérait cette boutique. J'essaie d'être civile. Je suis même prête à renoncer à la maison si ça veut dire qu'on peut tourner la page. Elle transpirait, pas à cause de la chaleur, mais parce qu'elle savait que les murs se refermaient. Tu vas renoncer à la maison, ai-je demandé. Tu ne la possèdes pas, mon nom est sur le titre. Tu n'offres rien, tu paniques. Son sourire a craqué. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Tu as passé la dernière année à siphonner de l'argent de nos comptes pour financer ton petit plan d'évasion. Tu as menti aux enfants, tu m'as menti, tu as menti sous serment. Tu ne peux pas revenir maintenant avec une branche d'olivier faite de reçus et de désespoir. Elle a commencé à pleurer. Je n'ai pas bronché. J'ai refermé la porte. Marcus m'a appelé 5 minutes plus tard. Jacques vient d'appeler son avocat, il demande à être retiré de notre liste de témoins. Pas question, ai-je dit. Marcus était d'accord. Il est déjà nommé, et on a du nouveau. Reed vient de finir le rapport comptable. C'était un chef-d'œuvre. 63 840 $ d'argent communautaire envolé. Utilisé pour des voyages, hôtels, retraits en espèces, cadeaux, tous liés directement à la chronologie de la liaison d'Evelyne. Et ce n'est pas tout. Reed a trouvé un autre compte qu'elle n'avait jamais mentionné lors de la divulgation. Un compte qu'elle avait alimenté lentement depuis 18 mois. Son fonds de fuite. Elle s'en est servie pour réserver une maison de location à 2 villes d'ici. Le bail commençait dans 2 semaines. Elle ne prévoyait pas seulement de partir. Elle prévoyait d'emmener les enfants. Marcus a immédiatement déposé une requête pour restreindre tout déménagement. Elle a été tamponnée et approuvée en 24 heures. Elle ne bougerait pas d'un pâté de maison sans autorisation du tribunal. Pas avec autant d'argent caché et autant de mensonges sous serment. Le clou du spectacle, oui. Je sais qu'on n'avait dit pas de phrase à effet, mais celle-ci est réelle. Le juge a fixé une audience obligatoire. Evelyne était désormais directement examinée pour avoir menti dans ses déclarations financières, pour tentative potentielle d'enlèvement parental, pour mauvaise conduite conjugale liée à l'usage abusif des fonds, adultère désormais confirmé par plusieurs sources. Marcus a tout remis dans un dossier si épais qu'il avait des intercalaires. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas levé le petit doigt. J'allais au travail, je récupérais les enfants, je réparais des freins, je préparais le dîner, je préparais leur sac pour l'école. C'est tout. Pendant qu'elle jouait les reines du drame et postait des selfies filtrés avec des légendes sur la guérison et la croissance personnelle, moi je passais ces mensonges à la déchiqueteuse, calmement, légalement, définitivement. L'audience était fixée à 9h pile. Marcus m'a dit de m'habiller comme d'habitude, pas la peine de faire semblant, pas de cravate, j'en porte jamais. Alors je suis arrivé en jean propre, bottes de travail, chemise bleu marine simple, cheveux coiffés, barbe taillée, c'est tout. J'avais l'air exactement de ce que je suis, un type qui travaille avec ses mains et qui ne triche pas. Evelyne est entrée 20 minutes en avance comme si elle tournait une publicité de campagne, chemisier blanc,
jupe crayon beige, boucle douce dans les cheveux. Son avocat la suivait, toujours le même jeune associé d'un cabinet moyen qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle m'a jeté un coup d'œil et esquissé un demi-sourire comme si elle pensait encore avoir l'avantage. L'huissier a appelé la salle à l'ordre, le juge est entré et s'est assis, c'était la même qui avait signé nos requêtes d'urgence. Elle n'était pas là pour plaisanter. Marcus s'est levé en premier. Madame la juge, nous sommes ici pour traiter les questions en cours de mauvaise gestion financière, pension alimentaire et garde des enfants, en s'appuyant sur de nouvelles preuves recueillies depuis notre dernière audience. Le juge a hoché la tête. Vous pouvez procéder. Marcus a ouvert le dossier et sorti le rapport d'expertise comptable. Pièce A, documentation détaillée de plus de 63 000 $ de fonds conjugaux dépensés par Madame Evelyne Miller au profit d'un tiers, confirmé par témoignage et relevé de transactions. La liste comprend des séjours à l'hôtel, des voyages, des achats de luxe et la location d'un second logement destiné à dissimuler la relocalisation des enfants du couple. Evelyne a bougé sur sa chaise, son avocat lui a murmuré quelque chose, elle l'a ignoré. Le juge a feuilleté le rapport. Ceci est-il corroboré? Oui, Madame la juge, a dit Marcus, par audit financier, preuves numériques et dépositions de témoins, y compris sa meilleure amie sous serment. Il a tendu au juge une transcription, celle où Chloé avait craqué et tout avoué, les voyages, le plan, l'argent, la liaison. Puis il a sorti un second dossier. Celui-ci contient des déclarations sous serment de l'école des enfants et des responsables de la garderie, tous confirmant que M. Miller est le seul point de contact depuis 3 semaines. Il les dépose, les récupère, signe tous les papiers, assiste à toutes les réunions, prépare tous les repas. Je suis resté assis, bras croisés, sans ciller. Le juge s'est tourné vers Evelyne. Contestez-vous ces faits? Son avocat s'est levé. Madame la juge, ma cliente reconnaît avoir dépensé des fonds et entretenu une relation extra-conjugale, mais elle conteste l'accusation de mauvaise conduite. Elle considère que le mariage était de fait terminé avant ces actes et que... Le juge l'a interrompu. Votre cliente a utilisé des fonds communautaires pour financer une liaison et a tenté de dissimuler le déplacement des enfants. Ce n'est pas une zone grise. Evelyne s'est levée. Madame la juge, si je peux me permettre, dit-elle en essayant d'avoir l'air douce et respectueuse, je ne voulais pas emmener les enfants. J'avais juste besoin d'espace. Jacques allait m'aider à m'installer pour qu'on puisse coparenter dans la paix. Tom a toujours été si froid et difficile. Toute cette histoire a été émotionnellement abusive pour moi. Marcus ne s'est même pas levé. Il a dit calmement, Madame la juge, puis-je lire une citation tirée de son propre appel enregistré à une amie, 2 jours avant la signature du bail? Le juge a acquiescé. Marcus a tourné une page et a lu directement la transcription. Je vais le quitter, prendre tout ce qu'il possède et partir avec Jacques. J'aurai la maison, l'argent, et il sera trop bête et fauché pour m'arrêter. Silence absolu. Evelyne s'est rassie comme si on avait coupé ses fils. Le juge l'a regardé, puis a regardé son avocat. Objection à la citation ou à l'enregistrement? L'avocat a soupiré. Non, Madame la juge. Très bien, dit le juge. Je vais rendre ma décision. Elle a feuilleté quelques pages. Étant donné l'ensemble des preuves, dépenses injustifiées, adultère, tentative de relocalisation et implication parentale incohérente, j'accorde à M. Miller la garde physique principale des enfants. Evelyne a tressailli. Madame Miller aura des visites surveillées jusqu'à une audience de suivi, à laquelle une réévaluation sera effectuée. La pension alimentaire est refusée. Les fonds détournés seront compensés via la répartition des biens matrimoniaux. Puis elle s'est tournée vers Marcus. Préparez une proposition de division des biens, incluant la récupération des fonds mal utilisés. Déposez-la dans un délai de 5 jours ouvrables. Coup de marteau. Séance levée. À la sortie du tribunal, Evelyne a essayé de m'approcher. Pas de larmes cette fois, pas de cris, juste un calme faux. Tu n'avais pas besoin de rendre ça aussi laid, dit-elle. C'est toi qui l'as rendu laid, lui ai-je répondu. Je voulais juste quelque chose de mieux. Moi aussi, dit-elle. Et tu l'as jeté pour Jacques et une maison Pinterest de rêve. Elle a croisé les bras. Tu prends du plaisir à tout ça. Non, ai-je dit. J'élève nos enfants pendant que tu évites les assignations et mens sous serment. Elle m'a regardé sans rien dire, puis elle a tourné les talons et est partie. Marcus s'est placé à côté de moi, le juge n'était même pas en colère, c'est ça le plus effrayant. Elle était simplement déçue. J'ai esquissé un sourire,
elle avait l'air de maman. Il a hoché la tête, ouais, sauf que maman lui aurait fait récurer la salle d'audience. 2 semaines après que le jugement ait été rendu, le tribunal a tout finalisé. Le partage des biens a été acté, et les chiffres n'étaient pas en faveur d'Evelyn. Marcus s'en était assuré. Elle devait 63 840 $ en fonds communautaires détournés, somme directement déduite de sa part du règlement. Il ne lui restait plus rien. La maison, à moi. Le garage, à moi. Le pick-up, déjà réglé. La garde, à moi. Complète. Elle aurait droit à des visites surveillées si elle pouvait se les permettre. Spoiler, elle ne pouvait pas. Le juge a signé, tamponné, et prononcé une chose pour le procès-verbal, ceci est un cas d'école de faute conjugale préméditée. Monsieur Miller a fait preuve de retenue. Madame Miller, aucune. Marcus n'a même pas souri, il a simplement rangé les dossiers, s'est levé et a dit, c'est terminé. Evelyn n'a rien dit. Elle est restée là, assise, à fixer la table comme si elle pouvait tout faire disparaître en clignant des yeux. Elle a quitté l'appartement de sa cousine la semaine suivante. La rumeur disait que la cousine en avait eu assez d'elle, qu'elle n'aidait pas pour le loyer ni pour le ménage. Chloé avait déjà quitté l'État. Jacques avait disparu de la surface de la Terre. Il avait transféré son entreprise à une société écran et avait quitté la ville. Marlène, son épouse, avait tout obtenu dans leur divorce, y compris son appartement, son Audi et tous ses accès à ses réseaux sociaux. Evelyn a fini par prendre un poste de nuit pour nettoyer des bureaux dans une galerie commerciale à 2 villes d'ici. J'ai appris ça par l'un des locataires qui amène sa Mustang à mon garage. Il m'a dit l'avoir reconnu poussant un chariot dans un couloir, en gants et blouse de femme de ménage. Je n'ai pas ri. J'ai simplement hoché la tête et je suis retourné serrer des boulons. À la maison, la vie a repris un nouveau rythme. Les garçons se sont adaptés rapidement. Ils ne posaient pas beaucoup de questions sur elle. Je ne leur ai pas menti, j'ai juste dit que maman essayait de régler certaines choses et j'en suis resté là. 1 mois plus tard, Marcus m'a appelé. Evelyn avait déposé une requête pour contester la garde. Même tribunal, même juge. Aucune nouvelle preuve, juste une page griffonnée à la main, déposée sans avocat. Elle affirmait que je retournais les enfants contre elle, qu'elle était sans ressources et qu'elle avait besoin de récupérer ses droits de toute urgence. Marcus a répondu, a joint les dossiers scolaires, les visites médicales, des notes du thérapeute, une lettre de la directrice de la garderie. Tous confirmaient que j'étais le seul à me présenter, à payer, à apporter à manger et à faire les trajets. La juge a rejeté sa requête en moins de 48 heures. Aucune audience fixée, juste un refus écrit. La demanderesse n'a pas démontré de changement de circonstances ni fourni de preuves justifiant la révision de la décision précédente. C'était la version juridique de « Ne me faites plus perdre mon temps ». Je pensais que ce serait la fin. Puis l'inattendu est arrivé. Son amie Maya s'est présentée à mon garage avec un voyant moteur allumé. Maya, c'était celle qu'Evelyn disait toujours ne pas pouvoir faire confiance autour des hommes, elle la traitait de séductrice, disait qu'elle s'habillait comme un problème et qu'elle était passive-agressive chaque fois que je lui parlais. Le truc, c'est que Maya m'avait toujours respecté. Elle n'avait jamais franchi la ligne. Elle s'était tenue à l'écart de notre drame. Après avoir réparé sa voiture, elle est restée un peu, m'a apporté un café, a parlé de son travail, de sa famille, rien de spécial. 2 semaines plus tard, on a déjeuné ensemble. 2 semaines après ça, on a dîné. Et 1 mois plus tard, elle a commencé à dormir chez moi. Ce n'était pas une vengeance, ni un rebond. Ça fonctionnait simplement. Maya aidait les garçons avec les devoirs, elle apportait des courses sans qu'on lui demande, et ne méprisait ni mes bottes de travail ni mes mains abîmées. Le soir où je l'ai dit à Marcus, il a ri si fort que j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Tu sors avec Maya? Celle qu'Evelyn détestait toujours? J'ai hoché la tête. C'est poétique, dit-il, rien à redire. Bien sûr, Evelyn l'a appris. Elle s'est pointée devant la maison à 21 h, un jeudi, sans prévenir, à monter les marches comme si elle avait encore une clé. J'ai ouvert la porte. Elle était là, les cheveux en bataille, portant un sweat bon marché et des leggings froissés. Elle est là, n'est-ce pas? Demanda Evelyn, la voix tremblante. Tu n'as pas à poser cette question. Tu crois qu'elle est meilleure que moi? Je ne pense pas à toi. Du tout. Ça l'a brisée. Elle a poussé la porte et est entrée directement dans le salon. Maya était sur le canapé à plier du linge. Evelyn l'a pointé du doigt. Espèce de garce pathétique.
Maya s'est levée, calme, posée. Tu crois que ça va durer? A hurlé Evelyne. Il ne va pas te garder. Il t'utilise pour me blesser. Maya a simplement cligné des yeux. Tu as fait tout ça toute seule. C'est là qu'Evelyne a craqué. Elle a hurlé, l'a insulté, a dit que j'étais sous influence, que je lui avais volé sa vie. Je me suis dirigé vers la porte. Tu as fini, lui ai-je dit. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés. Tu crois avoir gagné? Tu es toujours le même gars fauché et simple que j'ai rencontré. Tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as d'avoir eu quelqu'un comme moi. Elle ne bougeait pas, alors j'ai ouvert la porte plus grand et j'ai pointé vers l'extérieur. Elle est sortie, s'est arrêtée sur le perron, m'a regardé avec ses yeux brisés, ceux qui n'apparaissent que quand la chute atteint enfin le fond. S'il te plaît, murmura-t-elle, donne-moi une autre chance. On était bien, autrefois. Je n'ai rien répondu. Je n'ai plus rien, Tom, dit-elle. Tu as gagné. J'ai compris. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Je ferai tout. S'il te plaît. Je serai meilleure. Je serai différente. Elle est tombée à genoux, les mains jointes, suppliant. S'il te plaît, Tom. S'il te plaît, reprends-moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non.